Hop, donc enchantée. Moi, c'est Estelle et du coup, je fais une formation dans la paire et danse à l'université de Mons en Belgique. Et dans le cadre de mon travail de fin de formation, je dois interviewer 3 personnes et le sujet du coup de mon étude, c'est l'apport de la paire et danse dans la prévention du suicide. Et mon idée, c'était d'interviewer notamment un professionnel de la santé mentale qui lui-même est passé par une crise suicidaire ou des pensées suicidaires ou en tout cas un rapport avec la dépression et le suicide. Ok. Et ben du coup, je suis le docteur Michael Sikorov, je suis psychiatre, je suis bipolaire et j'ai eu des idées suicidaires. Voilà, c'est bon, je qualifie. Mais du coup, vous avez répondu en partie à ma première question, donc pouvez-vous vous présenter, ça c'est fait, et me dire ce qui vous a amené à témoigner pour cette recherche? Eh ben moi, honnêtement, j'ai déjà fait un témoignage rapide, enfin ça dure 1 heure déjà, de ma maladie, et je trouve que avec la popularisation de la santé mentale, on entend plus parler de santé mentale, mais on n'entend pas parler de psychiatrie. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de parler de psychiatrie. Il y a en France Monsieur Nicolas Delaurent là, qui a fait une révélation, je ne sais pas si vous avez suivi du tout, qui est un présentateur radio qui a dit qu'il a un trouble bipolaire et qu'il a des problèmes suicidaires, etc. Et en fait, après, dans l'entretien, dans sa déclaration, on se rend compte que c'est un type de personne très particulier, vous voyez, qui est le haut du panier, qui a son psychiatre au téléphone tous les jours dans ce qu'il dit. Enfin, c'est une offre de soins que la majorité des patients n'ont pas. Et je pense que c'est bien qu'on ait les infos de patients qui sont un peu plus atteints, un peu plus carencés sur le plan de l'offre de soins, un peu plus lésés par la maladie, parce que on n'a qu'une version de la psychiatrie, là, de la santé mentale, et je pense que c'est un petit peu au défaveur des gens les plus graves et qui sont peut-être même les plus concernés. Ça, et puis moi, la paire et danse, je trouve ça sympa sur le principe, mais je sais pas si ça se concrétise vraiment en pratique. En tout cas, en France, c'est compliqué, je trouve. Je pense que l'idée est bonne, mais qu'on a du mal à la mettre en place. Mais c'est pas Et mon domaine d'expertise du tout. en Belgique, ça prend aussi un petit peu de temps, mais voilà, ça commence Faudra petit voir. à petit à Ouais, s'implanter. On faudra commence à voir. Il y a pas sensibiliser mal les de équipes. questions. Ouais. Donc, Donc voilà, c'est pour ça. et du coup, ma deuxième question, c'est comment vous sentez-vous concerné par la prévention du suicide? Ouais. Je ne sais pas à quel degré vous mettez ça. Moi, personnellement, en tant que psychiatre, quand je vois les gens, c'est un peu trop tard pour prévoir. Souvent, ils arrivent chez le psychiatre quand ils n'ont pas 36 solutions. Et j'ai plus à gérer des crises suicidaires que des préventions de rechute de crises suicidaires, parce que moi, c'est souvent secondaire à des problèmes d'humeur. Vous voyez, quand ils rechutent, il y a des gens qui sont suicidaires et du coup, on essaye de prévenir l'humeur, mais c'est pas forcément acté sur le suicide en soi. C'est l'état psychiatrique au sens large. La prévention du suicide telle que prévention primaire, là, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de sociétal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment sociétal. Donc, si les gens ont des liens sociaux, ont un boulot qui les étire pas comme une ficelle, ont du fric, ont le minimum syndical pour vivre, il y a moins de suicides, il y a et moins de tentatives, moins de suicides, il n'y a pas de doute. S'ils ont accès à des psychiatres ou à des psychothérapeutes, etc., il n'y a pas de doute. Et sur ça, moi, j'ai pas l'impression, honnêtement, de faire grand-chose. Vous voyez, j'ai pas trop l'impression d'avoir de rôle à jouer. Donc, moi, j'ai l'impression de ramasser un peu les pots cassés. Mais en tant que prévention, c'est de la prévention tertiaire, quoi. C'est vraiment chez les gens qui ont déjà eu. Et en plus, la prévention que moi je peux avoir, donc des fois, c'est d'envoyer les gens à l'hôpital psychiatrique ou aux urgences. Euh, et les gens veulent pas aller à l'hôpital psychiatrique en moyenne, ils n'ont pas du tout envie. Donc moi j'ai un patient aujourd'hui en pleurs, 20 minutes d'entretien, 20 minutes de pleurs. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai essayé honnêtement 45 traitements différents. Je suis pas sûr qu'il en faudra que le 46e marchera, je suis pas convaincu.
mais il veut pas être hospitalisé. Il a un chien, il veut pas quitter son chien, il sait pas qui pourra s'occuper du chien. Et à l'hôpital, il veut pas y aller parce qu'il est déjà allé, il s'est fait attacher, c'est catastrophique. Et du coup, ouais, le peu de prévention que je pourrais faire sur ce genre de situation, c'est un casse-tête pas possible parce que du coup, est-ce que j'appelle les pompiers, que je le force à être hospitalisé? Est-ce qu'on a des études qui montrent que ça marche, d'hospitaliser les gens de force pour prévenir un suicide? Ben, c'est pas clair que ce soit si efficace que ça. Et il faut que ça marche parce qu'il reviendra pas me voir après. Donc, vous voyez, moi, enfin, on est concerné de fait, mais j'ai l'impression que c'est d'être un peu impuissant sur ce truc, quoi. C'est compliqué. Après, moi, je fais des consultations de 15 minutes, hein, en moyenne. Donc, des fois, c'est 4 minutes, je vais bien, il me faut ma Ritaline, j'ai mieux à faire, à plus tard. Et il y a des fois, c'est une demi-heure. Donc, peut-être que si c'était des consultations d'une heure, j'aurais l'impression d'avoir un levier, un petit peu plus important, hein. Mais c'est de la psychiatrie c'est pas à Gaza, mais c'est un peu une zone de guerre, hein. Il y a un psychiatre pour 10 000 habitants, en Mayenne, là où je travaille. Donc, c'est un petit peu, on fait du mode dégradé, quoi. Donc, je pense qu'on est concerné, mais un politicien qui prend une décision pourrie a plus d'impact que 75 psychiatres. Donc, parfois, voilà, parfois, c'est un petit peu décourageant, ouais. Mhm. Je sais pas si Merci ça répond beaucoup. à votre question. Si, si, absolument. Et comment définiriez-vous la crise suicidaire? Bah, alors, nous, on nous apprend, le truc classique, c'est un espèce d'entonnoir là où les gens n'ont plus de solution. Moi, j'ai accueilli une patiente aux urgences il y a 4 ans, je crois. Il est minuit et avec un trouble borderline, en tout cas, c'est écrit comme ça dans le dossier. Elle est suivie en psychiatrie depuis qu'elle a 11 ans. Elle en a 25 à ce moment-là. Elle a fait, je sais pas combien de passages aux urgences, franchement, je ne les compte même plus. Et elle s'est engueulée avec quelqu'un et elle arrive aux urgences, mais là ça va mieux. Elle veut surtout pas être hospitalisée. Le psychiatre qui la suit, elle peut pas le voir en photo, donc si elle est hospitalisée, c'est elle qu'elle aura, donc c'est pas possible. Elle a déjà fait des hospices qu'on servait à rien. Bon, et j'appelle les potes et les potes disent oh bah on la connaît bien, il y a pas de souci, on va la ramener, on va garder un œil sur elle, etc. 2 jours après, j'apprends de la part du père qui m'appelle pour me dire qu'il l'a retrouvée pendue. Et moi, je me suis dit, bah putain, j'ai complètement chié. Et j'ai acheté un bouquin ou deux, j'ai acheté 2 bouquins sur le suicide. Et j'ai fait n'importe quoi. Honnêtement, j'ai fait n'importe quoi. Il y a un paquet de trucs que j'avais appris qui m'avaient été donnés par un médecin qui avait 70 ans, qui partait à la retraite 2 ans après. Et c'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est que je me suis pas mis à jour. Ouais, sur le suicide, je me suis pas mis à jour. Je me suis mis à jour sur des trucs de pharmaco dont tout le monde se contrefiche, mais sur le suicide, je me suis pas mis à jour. Et honnêtement, je pense que si j'avais été à jour, elle serait pas sortie. Oui, j'aurais dit, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe avec votre médecin. Vous allez en secteur et on verra ce qui se passe plus tard, quoi. Et du coup, moi, j'ai un peu de mal parce que je vais vous répondre mon idée à moi, mais qui n'est pas forcément celle que on peut lire ou qu'on a appris, ou je sais pas quoi, parce qu'en vrai, les données en suicido, elles sont compliquées à avoir. La capacité du psychiatre à prédire le suicide est très mauvaise. C'est très très mauvais. La tentative de suicide, on arrive à peu près. Le suicide, c'est vraiment pas très bon. Et pour moi, il y a 2 types de suicide. Il y a la crise suicidaire. Il se passe quelque chose et l'état est insupportable, que ce soit sur le plan émotionnel ou social, ou je sais pas quoi. Et là, effectivement, cette espèce d'absence d'option et je fais ça parce que je vois pas d'autre solution. Et il y a aussi une autre version où les gens abandonnent petit à petit, vous voyez, de cette envie de vivre et c'est moins bruyant. Il y a pas cette idée d'échappatoire ou je sais pas quoi, mais petit à petit, ils se désengagent complètement et il y a plus grand chose qui les tient. Et le moment où ça les tient plus, ils finissent par laisser tomber, mais ça se fait doucement, quoi. Et du coup, ma patiente, c'était ça. C'est au fur et à mesure que ça avançait, ben, elle laissait les trucs petit à petit. Là où avant, quand elle s'engueulait avec quelqu'un, eh ben, c'était un truc ingérable. Petit à petit, ça s'était calmé. Et puis finalement, ça s'est arrivé par la dernière engueulade. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais vous voyez, elle n'a même pas été au hospice. Les gens l'ont ramenée, il s'est rien passé. Et hop. Et moi, j'ai des patients qui sont comme ça, vous voyez, qui me disent, bah, écoutez, moi, j'ai essayé 20 médocs, il y a rien qui marche, il y a rien qui me tient. Et
ça va finir par se faire. Je ne sais pas si c'est demain ou dans 3 semaines ou dans un mois ou dans 6 ans, mais il n'y a plus rien qui me tient dans la vie là, Doc. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous pouvez me mettre vous pouvez ce que vous voulez. Et cela, ouais, c'est plus dur. Et moi, j'en ai pas. Dans mes cours, il n'y en avait pas. Et en pratique, il y en a pas mal. Et cela, il m'inquiète, honnêtement, il m'inquiète sévère. Parce que quand il dit je le fais pas parce qu'il faut m'occuper de mon chien, mais il a quel âge votre chien? Bah, il a 15 ans et il a une maladie rénale. Bah, je sais pas ce qu'on fait, quoi. On va pas hospite le chien avec le patient jusqu'à ce que le chien décède, je sais pas quoi. Et du coup, voilà, moi je trouve qu'on n'est pas à l'aise en tant que psychiatre avec l'idée que parfois il y a des patients pour lesquels la vie n'a plus grand-chose à offrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, hein, mais il y a tout un pan de la suicido là où je trouve que moi j'ai pas été formé ou peut-être j'ai pas écouté. Enfin, je sais pas, c'est pas une question de faute, hein, mais pour moi, il y a la crise suicidaire classique, l'entonnoir machin. Et moi, quand j'avais mes idées suicidaires, c'était pas du tout une espèce d'entonnoir ou je sais pas quoi, hein. Moi, c'était bah franchement, c'est la 13e dépression. C'est toujours la même chose. Je fais 3 mois bien, 9 mois à plat. J'en ai ras le cul, quoi. C'était pas. Et je voulais bien vous croire si vous me disiez oui, mais ce sera mieux l'été prochain, ou il y a peut-être. Enfin, vous voyez, c'est juste que ça m'intéressait plus vraiment, quoi, honnêtement. Donc, c'était pas. Et j'aurais pu vous raconter n'importe quoi pour pas être au speed. Enfin, quelqu'un qui veut pas, il peut vous faire. Enfin, moi, les gens me mentent tous les jours, hein, je veux dire. Pas me mentent, ils me prennent pour un con, mais vous voyez, vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi. Quand vous êtes en crise suicidaire et que ça sort sans passer par le préfrontal, puisque c'est comme ça, je vais sur le pont, enfin oui, il y a moins de place là quand les gens sont plus à froid, enfin oui, c'est plus compliqué à gérer, quoi. Et ça, je trouve qu'on en parle moins. Je trouve qu'on en parle moins et en tant que psychiatre, c'est pas agréable parce que c'est compliqué de leur répondre. Ça se termine par leur dire, mais moi je suis pour la vie, vous voyez, c'est presque un concept, quoi. Je suis pour la vie, ça finira par s'améliorer, mais là, c'est quoi, quelle preuve vous avez? Bah là, tu l'as, ah putain, c'est pas évident ta question. Enfin, c'est plus compliqué. Voilà, je sais pas si ça vous va. Si, si, absolument. Merci beaucoup. Ah Et, si, et dites-moi. du coup, à mon avis, de mon expérience qui est minime, hein, sur ce genre de patient, ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui a traversé ça et qui dit, eh ben voilà, mec, j'étais au même endroit. Et les gens, ils savent, honnêtement, quand vous arrivez en Rolex. Moi, vous voyez, j'ai des tatouages, je suis un peu débraillé. Et il y a des patients qui aiment pas du tout ça. Moi, il y a 2, 3 patients où là, on dirait un clochard et tout. Et puis, il y a plein de patients qui disent, ah, vous êtes docteur? Je fais, ben ouais. Il me fait, bah putain, c'est cool parce que d'habitude, ils arrivent. Moi, je connais des psychiatres, ils sont très sympas. Mais ils arrivent, ils sont limite en costume, ils ont une Rolex, etc. Et du coup, moi, je trouve que ce qui marche, ces patients-là, c'est quand ils vous disent, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui a passé ce genre de truc et aujourd'hui, ça va mieux. Et j'ai pas d'équivalent, moi, honnêtement. Je pense que je pourrais pas le faire si j'étais pas. Si ça, enfin, je peux le faire parce que ça m'est arrivé et j'ai l'impression que ça aide. Alors, vous voyez, je suis un peu biaisé, hein. Ça se trouve, ils disent, oula, pourquoi il me raconte ça? J'en ai rien à foutre de sa vie. Mais je trouve que il y a des patients que ça a aidé et sur la paire aidance, à mon avis, c'est le truc le plus indispensable. Ça, que ben, j'en ai chié là. Et il y a 10 ans, j'étais ici et maintenant je suis là et ça vaut le coup de tenter, quoi. Ouais, je trouve que c'est des trucs qu'on peut pas dire si on l'a pas fait. Il y a que de la pérédance qui peut faire ça, à mon avis. C'est génial parce que en fait c'était plus ou moins ma troisième question. Donc que pensez-vous de l'échange entre des pairs ayant surmonté une crise suicidaire? Et si vous aviez eu ce genre d'échange, en quoi cela vous aurait-il aidé? Alors moi, je suis vachement prétentieux comme gars et du coup, mon avis prévaut. C'est-à-dire que je peux envisager le fait que je me trompe, ok, mais si je me trompe, faudra que je me foire avant de changer d'avis. Ça, c'est pas quelqu'un qui a dit ouais, vous trompez. Ah d'accord, machin. Donc moi, honnêtement, je pense que ça m'aurait pas plus aidé que ça perso parce que moi, quand je vais mal, tout le monde est con, les gens sont des cons et quand quelqu'un vous dit que soit il est des psychiatres, mais vous savez, je dis là ouais bah toi t'es con aussi, hop. Enfin moi perso, je pense pas que ça m'aurait aidé, mais c'est pas grave, c'est pas censé aider tout le monde. Enfin, on est d'accord, c'est pas censé aider tout le monde. Et je vous dis ça, mais
Un des trucs qui me fait le plus avancer aujourd'hui en tant que psychiatre, c'est quand je vois des psychiatres raconter leurs histoires avec des patients. Et c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est pas des études de pharmaco ou de je sais pas quoi ou de bidule. On voit des gènes, je sais pas quelle autre connerie. Ouais, c'est un psychiatre qui dit, bah, écoutez, j'ai fait ça, il s'est passé ça, je me suis merdé, donc maintenant je fais comme ça. C'est ça qui marche. Je fais un blog. Les posts où il y a que de la pharmaco, des données brutes, les gens s'en foutent. Et après, quand je mets un truc du style, bah, mon gamin avait la gastro, il est fini à l'hosto, c'est flippant. Faudra que je fasse gaffe pour l'hydratation la prochaine fois. Les gens ils sont là, oh putain, ça quoi. Donc je pense que naturellement, on est quand même fait pour être plus ou moins attaché à ce que l'autre répond. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Ça dépend du père aidant, encore une fois aussi. Vous voyez, moi, je viens d'une classe socio-économique supérieure, je sais pas comment vous appelez ça, sans que ça fasse prétentieux, mais voilà, on a du pognon dans ma famille. On est bac plus je sais pas combien, on se sent pas pété. Et du coup, vous pouviez pas m'envoyer quelqu'un qui, par exemple, a travaillé à l'usine tous les jours, qui fume, qui boit, pour me dire, ouais, tu vas t'en sortir. Moi, j'en étais là. Ouais, il faut qu'on puisse s'identifier aussi. C'est pas qu'on est plus malin, hein, mais on se croit plus malin. Voilà, ça c'est vachement important. Ce qui revient finalement au même. Du coup, ça crée un fossé pas possible. Et du coup, c'est le problème de la pérédance. C'est aussi, faut arriver à mettre le bon avec la bonne personne. Et je sais pas. Donc, il faudrait faire des pères aidants pour les bourgeois. Vous voyez, c'est vrai que c'est un vrai concept. Je sais pas comment ça. Euh, je, je pense que de toute façon, les matchs thérapeutes-patients, que ce soit au niveau de la pérédance ou au niveau des psychologues et des psychiatres, c'est comme ce que vous avez dit, parfois ça marche pas. Moi, ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que il y a tout type de personnes dans la pérédance et il n'y a Ouais. pas que des personnes qui sont précarisées socio-économiquement. Donc peut-être qu'il y a un petit peu moins de bourgeois, mais vu qu'on est tous et toutes concernés par les problématiques de santé mentale, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un se lance dans la pérédance tout en ayant eu énormément de privilèges. Ok. Bah moi, vous voyez, c'est pas du tout l'expérience que j'ai, mais encore une fois, moi, c'est vraiment restreint. C'est sur un secteur de psychiatrie. Mais du coup, j'imagine qu'il y a ça effectivement qui fait que, enfin, il y a plus de choix de psychiatres et de psychologues et de soignants au sens large que de choix de pères aidants, je crois, je pense. Oui, Du coup, bien c'est sûr. peut-être ça qui, ouais, mais sur le principe, ouais, moi, je pense que c'est bien. Enfin, je sais pas si ça m'aurait sorti de la crise suicidaire, mais ça m'aurait, si, enfin, ouais, ça m'aurait sûrement aidé. Ouais. Est-ce que vous arrivez à mettre en place des stratégies plutôt que de passer par des actes? Moi, écoutez, je demande à ma femme hier sur quoi je suis doué. Et en fait, je suis doué à rien, moi. Elle me dit, t'es doué en psychiatrie. Et en fait, bah, se fout de ma gueule, je passe 4 heures par jour minimum à lire des trucs de psychiatrie. Donc, c'est pas du don, c'est juste que je passe comme un taré. Et du coup, elle a dit, bah, t'es doué parce que t'es persévérant. Et en fait, honnêtement, je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire que ce que vous devez, ce que vous voulez faire, soit vous savez le faire naturellement, et franchement, c'est bien joué, vous avez de la chance, il y a des gens qui savent faire de la musique naturellement, du sport, machin. Soit vous savez pas le faire, et du coup, là, c'est une question de stratégie, quoi. Comment est-ce que vous mettez les trucs en place? Si vous foirez, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et honnêtement, moi, je me bats tous les jours, hein. Je veux dire, je me fais chier à faire des trucs que j'aime pas tous les jours. Ouais, là, je suis revenu en courant parce que le courir, c'est bon pour le cerveau. Je déteste ça. Je m'emmerde comme pas possible. Après, je sens mauvais. Faut prendre une douche. J'aime pas doucher non plus. C'est une perte du temps. Faut se coucher tôt parce que si on se couche pas à la bonne heure, on est fatigué, le cerveau, machin. Mais ça m'emmerde, si vous voulez. Je veux dire, c'est une perte de temps. Et du coup, bah, enfin, je fais des stratégies toute la journée, honnêtement, moi. Et du coup, à force, ça devient plus une stratégie. Ça se fait tout seul. Et les trucs où j'arrive pas, c'est que j'ai pas fait l'effort de mettre des stratégies. Vous voyez, pour la bouffe, je suis toujours à me dire, allez, je vais manger mieux et je fais aucune stratégie. Et là, bah, je viens de me faire un énorme cookie au chocolat avec des pépites. Ouais. Donc ouais, enfin moi, je mets des stratégies tout le temps, quoi, parce que c'est une citation, je crois, ce que j'ai pas été, ce que la nature ne m'a pas donné, j'essaye de me rattraper avec de la discipline. Et j'ai pas beaucoup de discipline, hein, mais je pense que quand on a un problème psychiatrique, on n'a pas le choix, quoi. Et à mon avis, c'est un facteur modérateur incroyable. Vaut mieux être très grave avec la capacité à mettre de la être discipliné, mettre des trucs en place, que
pas très graves avec des difficultés à être discipliné. Et c'est pas que je suis plus malin, encore une fois, hein, c'est que c'est plus facile ou pas de mettre ce genre de truc en place. Et il y a des gens où c'est compliqué. Enfin, je veux dire, clairement, il y a des gens où c'est compliqué. Il y a des gens qui sont impulsifs, qui voient pas plus loin que les 2 prochaines heures. Et du coup, de se dire, est-ce que je vais me faire chier à courir ou pas, alors que je vais souffrir tout de suite, peut-être être mieux dans 2 ans, c'est pas évident. Donc, c'est pas une question de fainéantise ou pas, hein, mais je pense qu'il faut faire des stratégies, ouais. Il n'y a pas de, il y a pas 36 solutions. Tous condamnés à ça. Et qu'est-ce qui vous a pensé, enfin, qu'est-ce qui vous a aidé à avoir cette réflexion et à vous dire, OK, là, je vais mettre en place cette stratégie? Franchement, alors là, pour le coup, je rejoins ma femme, moi, ça s'est fait tout seul. Vraiment, ça s'est fait solo, quoi, parce que enfin, moi, j'ai pas vraiment de don particulier, honnêtement, avec les gens. Si je fais pas gaffe, j'ai l'air d'un connard prétentieux. Là, vous vous dites, oula, c'est déjà pas mal, mais en fait, si je me lâche, c'est un truc de fou. En psychiatrie, j'ai pas une mémoire de ouf, alors je lis des trucs 20 fois. Des fois, je les redis à ma femme comme si c'était la première fois. Et tu savais que, elle me dit, bah ouais, tu me l'as dit 4 fois déjà. C'est pas sympa. Et du coup, ça s'est un peu fait tout seul, quoi. Je veux dire, mais ça, c'est pareil, c'est des trucs que vous apprenez avec vos parents, par exemple, où vous vous voterez, et puis il y a des parents qui vous disent, ah, t'es qu'une merde, et puis il y a des parents qui vous disent, bon, ben, on fera autre chose, et puis il y a des parents qui vous disent, bon, ben, écoute, tu vas te revoter une deuxième fois jusqu'à ce que tu te votes plus. Et c'est vrai que moi, ça se fait, pour le coup, ça se fait naturellement, vous voyez là. Je pourrais pas vous dire, grâce à une force de vie incroyable, enfin, moi, ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul. Et il y a des trucs qui sont pas accessibles à la discipline uniquement, on est d'accord, hein. Il y a des trucs que vous pouvez pas obtenir juste en étant discipliné. Mais moi, ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu de déclic. Pour le coup, ouais. C'est mon don à moi. Voilà, je peux me vautrer sans. J'y retourne. Merci beaucoup. Euh, Quelle serait votre définition du rétablissement? Ah, on va pas être d'accord. Hop. Ah, euh, alors, c'est mon avis et je suis pas expert. Ok? Je pense que c'est du foutage de gueule complet. Je pense que c'est du Oh, foutage wow. de gueule complet. Ah ouais, je pense que la psychiatrie a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a foutu des patients avec des doses de dingue. On leur a dit, vous pourrez plus bosser, vous pourrez plus machin, vous pourrez plus faire quoi que ce soit. Moi, je vous jure, je suis arrivé dans un service et il y avait les 3 quarts des patients du service qui étaient condamnés à mourir dans le service. Si vous voulez, le projet, c'était on attend l'EHPAD. Ouais, mais il a 45 ans. Eh ben oui, oui, il faut attendre un peu. Mais c'était vraiment ça le projet. C'était des trucs de dingue. Et ils sont sortis de ce service. Honnêtement, on les a sortis de ce service. Et j'aimerais bien vous dire que j'ai fait des trucs incroyables. Mais là, on a juste baissé les doses et on a réussi à trouver des trucs qui leur plaisaient dans la vie. Et ils sont sortis aller faire ces trucs en question. Et ça s'est bien passé pour tous sauf une. Mais avant de les faire sortir, j'ai des soignants qui se sont battus en disant ils veulent les faire sortir, c'est pas normal. Et j'ai même des soignants qui avaient appelé l'ancien chef de service qui était à la retraite en disant si Cora il veut faire sortir Madame Machin et qui se battait pour que les gens restent hospitalisés, etc. Du coup, je pense que la psychiatrie a fait n'importe quoi. Et moi, j'aurais bien aimé que les psychiatres disent écoutez les gars, on a fait n'importe quoi, on a été dégradant, machin, truc, muche, et du coup, maintenant, on va vous demander ce que vous voulez faire, et essayer de vous accompagner dans ce que vous voulez faire, une liste de trucs que vous voulez faire, et si la première, vous pouvez pas, on fera la deuxième, etc. Vous voyez, un truc tout con. Et c'est pas ça qui s'est passé. En fait, ils ont, à mon avis, fait un nouveau courant de pensée révolutionnaire en disant, ça y est, maintenant, on vise le rétablissement. Et moi, le rétablissement en pratique pour mes patients, j'ai pas vu ce truc, honnêtement. J'ai pas vu le truc incroyable où, en fait, on a changé complètement la façon de penser, etc. Non, moi, j'ai vu des gens qui pensaient à la place des gens et qui disaient, bon, les patients peuvent faire ci ou pas. Et on a arrêté de faire ça. Et ça aurait été, moi, j'aurais préféré que vous voyez une espèce d'excuse de la psychiatrie en disant, écoutez, on a déconné, les mecs, il faut qu'on fasse autrement. Et pas un espèce de nouveau mouvement de pensée où on dit machin bidule. Parce qu'aujourd'hui, moi, enfin, ça n'a pas changé ma pratique, si vous voulez. J'étais là avant le rétablissement et j'étais là après. Et c'est toujours les mêmes trucs, quoi. On essaye de moins leur cartonner la tronche. S'ils veulent sortir de l'HP, on les laisse sortir. On les hospitalise pas dès qu'ils veulent. Et puis,
on les laisse pas sortir pour glander à la maison, on essaye de me proposer des trucs, etc. Et pour moi, c'est un peu un continuum et une modification et qui s'est pas vraiment diffusé partout. Il y a encore des secteurs où honnêtement, bah, c'est la misère. Il n'y a pas de rétablissement possible. Il n'y a pas de rétablissement possible parce qu'il n'y a pas les bons médocs, il n'y a pas les bons diagnostics. Et je suis le premier à faire ce genre de boulette, tout d'accord. Je dis la psychiatrie, moi inclus. Hein. Donc c'est vrai que je suis, enfin, pour moi, c'est un peu à l'eau de rose, quoi. C'est comme la déprescription. Vous voyez, la déprescription, il y a un grand mouvement autour de la déprescription, etc. Et j'aurais bien aimé que les psychiatres en question disent, bon, ben, écoutez, nous compris, vous voyez, on a prescrit n'importe comment. Regardez les données qu'on a, c'est hallucinant. Il y a 45% des bipolaires sous antidépresseurs dans des centres experts, c'est n'importe quoi. On a déconné. Faut qu'on revoie les prescriptions et pas faire un nouveau mouvement révolutionnaire où, bon, ben, ça y est, maintenant, on prescrit différemment, etc. Parce que le vrai problème, c'est qu'on prescrit n'importe comment à la base. Il n'y a pas de mouvement de déprescription. Et du coup, à mon avis, il n'y a pas de mouvement rétablissement. Pour moi, c'est censé être là dès le début. Et ça l'était pas. Et j'aurais préféré qu'on dise qu'on s'excuse plutôt qu'on le vende comme un concept un peu novateur. Mais ça, c'est vraiment comme mon avis. Vous allez peut-être me reprendre. De là où je suis, ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à un espèce de truc à l'eau de rose. Mais en pratique, bah, mes patients, j'en vois encore des avec des doses de dingue, avec rien à faire de la journée et avec bah vous êtes sous curatelle parce que sinon vous faites ci ou vous faites ça ou je sais pas quoi. Enfin, et ouais, je suis pas convaincu. Moi. Voilà, voilà. Mais c'est marrant parce que moi, je vois pas du tout le rétablissement comme un nouveau truc qui est arrivé. Enfin, moi, je pense qu'il y a des pratiques qui évoluent et que le rétablissement, c'est quelque chose de profondément personnel ou enfin, qui n'est absolument pas linéaire, où il peut y avoir des rechutes, où il peut y avoir des remises en question et c'est pas une solution magique ou un concept comme ça qu'on va retrouver dans un bouquin de développement personnel et qui va convenir à tout le monde. Je pense que c'est important de valoriser le potentiel de la personne. Et donc, peut-être que le rétablissement va vers ça, mais, oui, enfin, parce que quelque part, vous avez parlé de rétablissement tout en disant que vous n'étiez pas d'accord avec le truc, alors qu'en fait, ben, le rétablissement, c'est quoi? C'est aller mieux, mais aller mieux, c'est, enfin, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment personnel et chacune trouvera ses propres solutions aidées par des personnes. Mais je pense que oui, tant qu'on n'a pas trouvé, il faut continuer de creuser et parfois ça marchera pas et parfois il y aura des rechutes, mais voilà, il faut continuer. Ah, c'est une question de sémantique là, je pense. C'est qu'est-ce que vous mettez derrière le terme rétablissement et si c'est ça que vous dites, je peux pas être contre. C'est difficile d'être contre. Alors moi, mais c'est peut-être un truc plus français. Et encore une fois, si bien il y a des Français qui écoutent, qui vont dire mais les zinzins, mais c'est plus. Il y a eu un espèce de truc un peu commercial qui, je trouve, s'est mis derrière le rétablissement où j'ai commencé à avoir des bouquins soyez réhab, orientés réhabilitation, machin, truc plus, alors que ça aurait dû être fait depuis des années, ça n'avait rien de neuf. Il y a des pays où c'est là depuis des décades, honnêtement, et nous, c'est arrivé en France comme le nouveau truc. Et des fois, il y a des postes d'emploi avec marqué avec pratique orientée rétablissement. Et je connais des patients qui sont suivis là-bas, et ben, donc c'est plus donc le rétablissement comme étant un processus qui est individuel et qui évolue dans le temps et qui appartient à la personne et qui fait partie des priorités du soin. Moi, enfin, je ne peux être que d'accord. C'est plus la façon. C'est un peu comme la santé mentale. Oui, moi, la santé mentale, je suis d'accord. Il y a pas, enfin, mais la façon dont c'est vendu, commercialisé, médiatisé, etc. Je suis pas tout à fait d'accord et le rétablissement non plus, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mm-hmm. Je pense pas qu'on devrait dire une pratique orientée rétablissement. Oui, Mais toutes les pratiques devraient être orientées ouais, mais rétablissement. c'est pas ça qui se passe. Donc pour moi, il y en a qui se mordent Ah un oui, peu oui. l'inquiet parce que vous voyez, moi, c'est vraiment un truc qui peut être un argument de vente de c'est bien ce qu'on fait. Et du coup, ça interroge un peu sur le reste et puis ça interroge de devoir mettre ça en place. Vous voyez, c'est comme si vous allez dans une concession et dites cette voiture, elle est orientée rouler sur la route. J'espère qu'elles font tout ça, quoi. Et si elles le font, et Oui. si le gars le met pour cette bagnole, ben, je me suis un peu suspicieux de la concession, je me casse. Donc c'est plus ça, ouais. Mais on l'a peut-être pas de la même façon parce que pour moi, Non.
les patients voient ça. Enfin, nous, c'est présenté comme étant une espèce de porte de sortie. Vous voyez, où vous êtes dans une prise en charge qui ne marche pas. Et du coup, maintenant, on modifie un peu la façon de penser envers le rétablissement. Et je suis pas convaincu que en France, ça ait changé grand-chose. À la fin à la fin du truc, vous avez des gens qui sont un peu compétents et d'autres qui le sont moins. Et je pense que cette dynamique rétablissement n'a pas changé grand-chose. Mais c'est mon avis, j'ai pas de données. Ouais, c'est Mhm. peut-être ce que je vous dis. Mais moi, de toute façon, j'ai pas du tout eu cette perception-là. Enfin, pour moi, il y a eu un essor du développement personnel avec toutes ces dérives et toutes ces solutions comme ça, un peu préprogrammées, qui conviendraient à tout le monde, etc. Et qui est, enfin là, je sors un petit peu du cadre de l'interview, mais qui est pour moi très axé bourgeoisie quelque part parce que c'est offrir des solutions qui ne sont absolument pas possibles pour toutes et tous. Et donc ça, ce mouvement-là, un peu très joyeux de développement personnel, je trouve qu'il peut mener à énormément de dérives. Après, oui, nous, enfin en tout cas, comment moi je vois le rétablissement en cours et dans ma pratique, c'est continuer à creuser pour trouver des solutions pour la personne avec le plus d'humanité que possible. Et donc, par exemple, ça vise à limiter aussi toutes les pratiques ultra violentes qui ont eu lieu par le passé, car on sait qu'il y a des alternatives, mais mais il y a pas de solution toute faite. Il faut continuer de creuser. Avec ça, je suis d'accord. Et ouais, le fait de faire gaffe aux gens et de pas, ça, c'est des trucs qu'il y a dans le serment d'Hippocrate presque. Donc Ah effectivement, oui, oui, évidemment. c'est pas nouveau et ça me fait un petit pincement au cœur quand je me dis qu'on a dû le remettre à jour et c'est pas intégralement suivi. Et alors pour les pratiques, voyez, moi, c'est une vraie question. Là où je suis, les gens, il n'y a pas de psychiatre quand vous sortez de l'hôpital, il n'y a pas de psychiatre qui peut vous voir. On a 400 patients en liste d'attente. L'hôpital psychiatrique là est plein et sur les CMP, il y a pas de psychiatre du tout qui peut vous voir quoi que ce soit quoi. Donc si vous venez, vous sortez, soit vous êtes suivi chez moi, soit bah, vous êtes ruiné, vous avez votre ordonnance par la poste dans 6 mois. Et du coup, quand les patients ne vont pas bien, ils vont pas bien, mais vous voyez, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et il y a des fois où les patients, honnêtement, ils vont pas bien, ils arrivent aux urgences. Et ils sont violents. Je veux dire, ils sont violents. Et aux urgences, il y a personne. Il y a des soignants en arrêt. Et du coup, les gens se retrouvent attachés. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous faites pour éviter d'attacher les gens à ce moment-là. Parce que moi, je suis bien au courant des différents modèles où vous avez de la désescalade, etc., etc. Mais ça demande une force de personnel qu'il n'y a pas partout du tout, quoi. Oui, mais ça, Vraiment, il y évidemment, a hein. pas. C'est la misère. Bah ouais, mais c'est pas clair pour tout le monde. Bah on est d'accord, Ah c'est oui, bien, oui. mais c'est pas clair pour tout le monde. Il y a des fois aussi vous faites des pratiques inhumaines, bah faute de mieux quoi. Parce Oui, que mais c'est ça. si vous laissez le patient taper tout le monde, de toute façon c'est encore pire. Et alors moi, je vous le raconte parce que j'aime bien dire quand j'ai merdé, je suis arrivé dans un service où je trouvais qu'on les sédatait trop et je trouvais qu'on les attachait trop, etc. Et du coup, j'ai diminué ça nettement plus que mes collègues faisaient avant. Donc, il y a eu vraiment une diminution de la sédation, etc. Et par les infirmiers, ça a été très mal vécu parce qu'ils disent qu'il n'y a jamais eu autant de violence pendant le moment où je suis allé dans le service. Donc, faut pas se foirer, quoi. Je pense je sais pas s'ils m'aimaient pas, ils disaient pas tout ça, mais c'est toujours pas, il y en a qui sont d'accord, qui sont pas d'accord. Mais, enfin, les pratiques inhumaines, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est parfois plus compliqué que juste la psychiatrie veut faire souffrir les gens. Je sais que c'est pas ce que vous pensez, mais c'est pas non plus complètement, c'est pas un truc qu'on entend rarement non plus, quoi. Et il y a des fois où, soit les psychiatres sont pas assez bons pour le faire, soit il y a pas assez de moyens, soit il y a plein d'autres trucs. Et c'est pas que on est des bâtards qui veulent faire souffrir les gens. Ouais. Ben, Je voulais le rappeler. Je voulais le la rappeler. question des moyens, ça, c'est, enfin, on Bah, pourrait en parler pendant 10 heures, mais c'est là aussi où il y a vraiment un gros problème puis qui, ça va pas en s'arrangeant. Ouais. Voilà.
Donc ici, c'est un peu plus personnel. Qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver cette petite lueur qui vous a permis d'avancer pas à pas et à l'accueillir pour qu'elle grandisse? La kétiapine. Désolé, c'est nul. C'est nul comme truc. Ben non, mais c'est quelque chose, franchement. Enfin, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Je le prends. Je prends un, deux, trois, quatre médocs. Ça fait que dalle. Ça fait que dalle, voire je suis pire. Et après, je prends un médoc et 3 jours après, je me sens mieux. Mais genre, je m'étais pas senti mieux comme ça depuis X mois parce que la dernière fois que je me sentais mieux, c'est quand j'étais normal, quoi. Et franchement, c'était ouf, quoi. Je veux dire, il y a ma femme qui m'a dit, mais ça va, je fais, putain, ouais. Et du coup, je me suis dit que bah, si on pouvait faire une marche comme ça, on pouvait en faire une autre et petit à petit, machin. Et là, honnêtement, voilà, je suis nickel, je pense, niveau humeur. Enfin, je pense que je suis plutôt solide, quoi. Il y a pas mal de crétins qui m'ont fait chier et j'ai pas lâché. Je vais leur mordre le derrière à mon tour maintenant, mais sinon, bah, ça va, quoi. Mais du coup, c'est ça, ouais, c'est le petit truc. Je trouve avec les patients en moyenne, c'est ça, honnêtement, quand vous leur mettez un médoc, ils commencent à aller un peu mieux, ou alors qu'ils vont chez un psychologue, ce que vous voulez, et qu'ils vont un peu mieux, je trouve, c'est le premier pas qui débloque. Mais moi, ça a été ça, donc je suis désolé, c'est pas Ah non, mais incroyable. C'est non, mais pas il n'y a incroyable. pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de Il n'y a pas de mauvaise bonne ou de mauvaise. réponse hein, à cette Ouais, mais question. là, c'est ça, ça aurait été la kétiapine. Et quand je l'arrête, ça se passe très mal. C'est radical. Donc, euh, donc voilà. Après, moi, j'étais médecin, donc j'étais psychiatre. Donc moi, j'ai été nourri au biberon de les patients vont mal, il existe des solutions, etc., etc. Si vous voulez, il y a aussi des patients qui sont pas du tout bercés dans cette mouvance-là et qui a besoin de plus pour être convaincu, quoi. Parce qu'il y en a qui vont mieux, mais ça se maintient pas. Il y en a qui méchant bidule. Enfin, donc c'est sûrement plus compliqué. Mais moi, ça a été ça. Merci. Euh, que savez-vous de la pérédance et que pensez-vous de l'apport de celle-ci dans la prévention du suicide? Bah moi, franchement, je sais rien parce que bah en fait, si. Mais non, mais je sais. Enfin, je sais à mon niveau, donc c'est que dalle, quoi. Donc moi, j'ai vu ça à mon échelle sur Laval et moi, sur le principe, je pense que c'est indéniable. Ça fait presque partie des trucs où j'aurais envie de dire, me faites pas chier avec vos études, si vous voulez. Je veux dire, parce qu'ils font des études. Moi, je peux vous démolir n'importe quelle étude en disant qu'elle est pas assez bien faite, machin bidule. Enfin, sur le principe, moi, je veux dire, voilà, je pense que ça sert, il n'y a pas de doute. Il y a le problème de qu'est-ce qu'on fait quand c'est qui qu'on met en tant que père aidant, parce que ben, faut pas qu'il soit instable non plus, quoi. Parce que ça, c'est une catastrophe, honnêtement. Franchement, moi, j'en ai un qui m'a dit ça, il m'a dit, bah, franchement, on en a un. Oh, je me dis, bah, si c'est lui qui est censé nous montrer un peu la voie, c'est super chaud, quoi. Donc, c'est un peu comme la démocratie. Je pense que c'est une bonne idée. Et après, il y a l'application avec les caractéristiques des uns et des autres. Donc, il y a des associations de pères aidants, qui c'est qui devient directeur de l'association, comment on gère, machin bidule. Mais ça, vous allez me dire si on s'arrête à ça, on fait plus rien et vous avez raison. Mais donc moi, je pense que c'est bien, mais c'est vrai que dans la mise en application, c'est compliqué. Je sais pas si c'est que pour le suicide. Honnêtement, moi, je trouve qu'en addicto, c'est assez intéressant aussi à chaque fois. Je trouve que les patients, ça leur parle pas mal. Parce que moi, ils me regardent et puis il y en a un qui m'a dit, mais vous avez consommé quoi, docteur, dans votre vie? J'ai écouté, moi, le café, des fois, je prends un peu de café, mais j'aime pas trop, ça me fait battre le cœur trop vite. Et du coup, bah, genre, c'est que dalle, moi. Moi, je veux dire, la dicto, moi, c'est purement intellectuel. J'ai vu dans les bouquins, j'ai vu des patients, mais j'en ai pas la moindre foutue idée de ce que ça fait un rail de coke. Et du coup, c'est pareil, vous voyez, il y a des fois où je pense qu'il y a un décalage tellement énorme entre la vie des patients et la vie des praticiens que la pérédance permet de réduire un petit peu cet écart-là. Donc, à mon avis, que ce soit en schizophrénie, en suicide, en ce que oui, pour moi, ça devrait faire partie du truc de base. Vous voyez, vous voulez voir la psychologue du service, oui, non. Est-ce que vous voulez voir le groupe de pères aidants du service, oui, non. Hop, c'est fini, on n'en parle plus, hein. Pour moi, ça devrait être là. Je suis sûr qu'il y a moins d'exploiter un peu les pères aidants en les payant que dalle. Ils seraient contents de le faire, donc ça coûte pas cher.
Et puis après, on fait un peu de supervision. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, moi, d'aller dire, oui, mais on n'est pas sûr de la qualité de ce qu'ils vont faire. Ouais, mais attendez, vous avez dans les services des soignants qui font n'importe quoi et on les fait pas chier. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris, moi, à chaque fois de témoignages de pères aidants qui sont reçus pas toujours très bien. Et des fois, c'est sûrement très bien, mais moi, j'entends que ça. C'est un peu prétentieux encore de la part de la discipline, je trouve, moi. Mais donc pour moi, il n'y a pas de doute qu'il faudrait que ce soit mis en place. Là où j'étais, c'était pas vraiment mis en place. Euh, mais bon, c'est comme ça, hein. Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est essentiel d'être bien formé et d'être encadré par toute l'équipe parce que c'est un outil qui est super intéressant, mais évidemment, ça doit pas être fait n'importe comment. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est pas seulement dans la pérédance, parce que dans n'importe quelle équipe de soignants, de soignantes, n'importe qui peut flancher à un moment donné. Et donc, c'est très important d'avoir les intervisions et les supervisions pour veiller au bien-être de l'ensemble de l'équipe. Et quelque part, je trouve que le fait justement de mettre l'accent sur ça dans la pérédance, de prendre soin du bien-être de tous et de repérer les éléments déclencheurs si à un moment donné ça se passe moins bien, mais c'est quelque chose qui devrait être appliqué à toutes et tous. Ouais, bah oui, oui. Alors après, en pratique, c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en place. Mais après, il faut que le service soit d'accord aussi, parce qu'il y a des services où il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient pas trop dans le trip père et danse pour que vous fassiez accueillir n'importe comment. Et c'est stressant pour tout le monde. Enfin, je veux dire, et ça, je sais pas comment vous faites, parce que je sais pas comment c'est en Belgique, mais nous, en France, là, si vous êtes dans un service où il y a deux, trois infirmiers ou infirmières qui aiment pas le principe de père et danse et qui sont odieux, ben, vous êtes niqué. Vous allez pas vous pouvez pas les virer. Il y a personne à la place. Vous pouvez pas faire un rappel à l'ordre. Je sais pas. Enfin, je veux dire, vous êtes coincé, quoi. Donc c'est vrai que la pénurie fait que les gens peuvent plus trop être bougés ou je sais pas quoi, et du coup ça devient beaucoup moins souple et beaucoup moins. Enfin, c'est un terreau qui est pas très fertile, quoi. Je trouve. Donc je sais pas comment c'est en Belgique si vous avez pas de soignants comme ça aussi, mais enfin il y a des soignants qui voient ça comme une insulte, hein, d'avoir des d'avoir et après il y a aussi des pères aidants qui sont là et qui qui prennent un peu leur revanche entre guillemets. Enfin, il y a pas mal de dynamiques qui, moi, je pense que c'est, enfin, je veux dire, au pire ça se travaille, vous voyez, c'est comme tout n'importe quoi, mais ouais, je pense que sur le principe c'est très bien. Après nous c'est pas pour tout de suite, hein. Enfin, en tout cas dans mon hôpital local là c'est pas pour tout de suite, hein. On est à des kilomètres d'avoir ça. Oui, et d'un autre côté, enfin là aussi, je sors un petit peu de l'interview, mais d'une certaine façon, vous, en tant que personne bipolaire, ben, vous faites quelque part un tout petit peu de pérédance. Ah, moi je pourrais pas faire ce métier en fait si j'avais pas été touché, honnêtement. Franchement, je sais pas ce que je leur dirais aux gens. Il y a des fois, je sais pas ce que je leur dirais. Franchement, je me vois, enfin, je me vois pas. Moi, c'est franchement, c'est mon joker, hein. Quand il y a des fois, les gens disent, mais pourquoi je me ferais chier à prendre ce médoc là, et je lâche comme ça, mais parce que j'étais au même endroit il y a 10 ans et maintenant ça va nickel. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous voyez, on parle d'autre chose, mais je vois pas. Enfin, je saurais pas quoi dire, hein. Franchement, il y a des fois, les gars. Je- Et peut-être je fais n'importe quoi, hein. Il y a aussi sûrement des patients qui disent, mais lui, il me raconte sa vie, ça va pas ou quoi. Tiens. Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est une forme de pérédance, ouais. Puis moi, j'avais fait un groupe avec les patientes, parce que c'était des patientes, je suis désolé, c'est sexiste, mais c'est très sexiste la psychiatrie, excusez-moi, avec des patientes atteintes de troubles borderline. Et je trouve ça, et ça marchait parce que bah, moi, je racontais mes histoires de fonctionnement borderline que je pouvais avoir, et ça cliquait à ce moment-là, quoi. Vous voyez, je veux dire, j'aurais pas pu faire, enfin, sinon ça n'aurait pas fait. C'est de la DBT là, enfin, ça fait partie du fonctionnement du groupe, quoi. Faut raconter des histoires qui vous touchent un peu. Et je pouvais pas. Heureusement que j'avais des trucs à dire, quoi, parce que. Donc ouais, non, moi, ça fait partie du métier, hein, intégralement, ouais, franchement, je pense. Puis je me découragerais sinon, je pense, hein. Des fois, il y a des gens qui diraient, bon, bah, pff. Il y a plein de patients où c'est ça, hein. Franchement, le psychiatre d'avant, il a dit, oh, bah, pff, on laisse tomber, on va remettre pareil, hein. C'est pas une critique, hein, c'est que je pense que naturellement, on se décourage. Enfin, franchement, il y a des fois où vous dites, oh. Donc voilà, moi, je laisse pas tomber. Si je laisse tomber, je dis, écoutez, vous allez voir un confrère, il va donner son avis, parce que moi, ça marche pas. Mais ouais, je crois que j'ai jamais dit, écoutez, j'ai des patients qui me disent ça, qui vont faire de la eskétamine, par exemple.
Et on leur a dit, si la eskétamine ne marche pas, il y a vraiment plus rien qui marche. C'est horrible. Oh putain la vache, c'est un truc de ouf quoi. Et je pense, vous voyez, ça c'est le truc que quand en tant que père aidant, ça vous vient pas à l'esprit de dire ça. Je pense qu'il y a personne qui ferait ça enfin, non, donc c'est vrai. Enfin, puis en plus, franchement, on pourrait former des pères aidants. Je veux dire, on pourrait prendre des gens et leur faire l'internat de psychiatrie. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, les études de psychiatrie. En vrai, honnêtement, on comprend rien à ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est pas si compliqué, ça. On pourrait trouver ça, ce serait rentable, franchement. Je veux dire, ce serait rentable de dingue. Mais bon, écoutez, on verra si ça prend un jour ou pas. Mais en Belgique, ça s'installe là, ça se développe. S'installe, ça fait 8 ans que la formation existe et il y a de plus en plus de préparation d'équipe. Bon, après, ça va être une grande lutte, hein, évidemment, pour vraiment implanter ça le plus que possible. Mais voilà, on y croit, on milite, on continue et voilà. J'espère que vous ne serez pas morte avant que ce soit démocratisé. Je me battrai jusqu'au bout, en Bon, tout bah, cas. c'est parfait, c'est très bien. Ça, c'est certain. Et du coup, là, j'ai une question que je vous pose à vous en tant que psychiatre. Quel est l'impact de votre profession sur votre vécu avant, pendant et après la crise? On parle de la crise suicidaire là. Ok. Euh, m- m- Franchement, moi, je définis ma crise suicidaire comme euh, un truc qui a duré 3 ans où je voyais que les épisodes revenaient et quand j'étais dedans, j'étais suicidaire tous les fucking jours. Et quand je l'étais pas, je me disais, putain, j'espère que ça va pas revenir cet hiver. Je le fais comme ça parce que pour moi, c'est un monolithe de 3 ans. J'ai pas fait 3 crises suicidaires, mais c'est peut-être faux de le voir comme ça. Mais euh, ben, franchement, moi, avant d'être psychiatre, j'avais pas la moindre foutue idée de ce qui se passait. Donc je me faisais baldinguer. Et c'est pas pareil, vous voyez, vous êtes en train de faire un marathon, vous en chiez, mais vous savez que en moyenne, dans 3 heures, c'est fini. Vous voyez, il y a un début, il y a une fin, et aussi dur que ça soit, il y a quand même un point d'arrivée. Euh, Quand vous êtes psychiatre et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui est complètement suicidaire et qu'en fait il a un trouble bipolaire ou un état psychotique, si vous voulez, bah, vous avez une idée quand même d'où il en est dans son histoire. Vous voyez, statistiquement, ça a commencé vers 15 ans et puis machin, puis bidule, et puis en moyenne, faut 2 ans pour trouver le bon médoc et le reste. Et au bout de 3 ans, il y a 70% des gens qui vont. Enfin, ouais, vous avez à peu près une idée d'où ça va. Et quand vous n'êtes pas psychiatre, vous êtes complètement paumé, quoi. C'est la merde et vous savez quand ça a commencé, vous n'avez pas la moindre idée de quand ça va finir, vous savez pas du tout où est-ce que vous en êtes. Donc ça, c'est angoissant de ouf. Puis après, j'ai été psychiatre, mais j'allais pas mieux. Donc là, c'était un peu la panique à bord, honnêtement, parce que c'était une catastrophe. Euh, Parce que quand les gens vous disent, bah écoutez, là, moi, en fait, je vais me flinguer et que vous avez en dire, bah franchement, mec, je te comprends parce que moi, c'est pareil. Euh, c'est pas agréable, honnêtement, c'est pas agréable. Mais ma formation en tant que psychiatre, j'étais pas stable pendant les 3 quarts de la formation. Donc, c'est ça, c'est 3 ans et j'étais stable la dernière année. Ouais, c'est ça. Donc, honnêtement, je sais même pas vous dire, je me souviens même plus, franchement. Je me souviens même plus. Je me souviens que quand j'étais pas stable l'hiver, bah, je ratais pas mal de journées de stage, quoi, où je dormais. Enfin, je veux dire, c'était une catastrophe. Et je me sentais merdique pour les patients parce que, vous voyez, je m'étais dit, bon, bah, il y a tout qu'il faut, mais au moins, je suis psychiatre. Et en fait, bah, j'étais nul à chier, quoi. Je veux dire. Et puis après, l'été, bah, je pétais le feu. Et du coup, là, je savais tout mieux que tout le monde. Les autres psychiatres étaient nuls. Enfin, bon, c'était une catastrophe. Donc, à ce moment-là, c'était pas terrible. Et après, j'ai été stable. Et honnêtement, moi, la psychiatrie moi, ça m'a juste dit, la psychiatrie, ça m'a juste dit, euh, faut insister sur les médocs, il y a d'autres options. Ça m'a juste donné ça. C'est-à-dire le fait d'être psychiatre a pas vraiment influencé mon trouble de l'humeur ou mes problématiques suicidaires tant que ça. C'est vraiment dans l'autre sens. Je sais pas si c'était votre question après. C'était ça. Et ben, Ça en faisait partie. le fait d'être patient a changé la façon que j'ai de bosser radicalement. Mais genre radicalement. Donc,
Moi, on m'a dit que je pourrais pas faire médecine, puis on m'a dit que je pourrais pas faire psychiatrie, puis on m'a dit que je pourrais pas bosser à l'hosto, puis que je pourrais pas bosser en libéral, puis machin. Et en fait, bah, j'ai tout fait, donc je vous emmerde. Non, mais franchement, j'étais dans des services où, je veux dire, j'arrive et la CAD, elle me dit, ouais, il n'y a pas de trouble bipolaire. De toute façon, chez l'ado, ça n'existe pas, c'est des conneries. Mais attends, moi, à 14 ans, je faisais ma première dépression, ça n'a pas la tête ou pas? Et du coup, j'étais pas stable à l'époque, donc j'étais en pleurs parce que je voyais les gamins sur tertian. Je sais pas si vous avez du tertian en Belgique, mais nous, on a du tertian. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais J'en pas si ai c'est un déjà entendu neuroleptique, parler. c'est du largactile. C'est du largactile, mais en France, on file ça à tous les gamins. Me demandez pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tous ça, donc ils prennent un poids de dingue. Donc, je voyais des gamins arriver l'hiver, l'été, en cassant tout, et l'hiver, ils étaient là dépressifs, et je disais, ah, mais il est pas bipolaire, lui, c'est pas possible. Et puis les gens disent, ouais, mais arrête avec ça, c'est des conneries, c'est la mère qui est nulle, enfin, tu vois, des trucs de fou. Du coup, moi, je rentrais en pleurant, machin. Et j'ai des gars qui me disent, ouais, mais Michael, tu tolères mal parce que t'es pas stable, Michael. C'est ça le problème. En fait, c'est pas vrai, les mecs. Si tu me mets dans un stage comme ça demain, je pète un câble pareil, ça change rien. Euh, et, et, et du coup, le fait d'être patient, ben, il y a des trucs que je fais pas. Donc, je dis pas aux gens, après, c'est mort. Quand les gens, ils ont des effets secondaires, je trouve ça chelou, honnêtement. Il y a des fois, ils me disent que j'ai pris le médoc, 1 heure après, il y a une dent qui est tombée. Je suis pas sûr que ce soit lié. Oui, je dis pas, bah ça c'est des conneries ou c'est dans votre tête ou je sais pas quoi. Puis il y a des fois où quand je comprends rien, je dis bah écoutez, je comprends rien, je vais essayer de comprendre, mais là maintenant je dis pas, vous avez qu'à vous bouger le cul parce que ça c'est soit c'est faux, soit ça sert à rien, c'est nul. Je veux dire, je m'énerve pas avec les patients. Peut-être qu'il faudrait, mais je me suis jamais énervé un patient. Pas parce que j'ai envie de m'énerver et que je me retiens. C'est juste que je veux dire naturellement, je me dis bah écoutez, il fait de son mieux, c'est pas suffisant, faudrait qu'il change. Mais là de toute façon, il fait pas ça pour me faire chier. Enfin, oui, plein de trucs qu'il a fait. J'ai beaucoup plus appris pour être psychiatre, d'être patient, que l'inverse. Parce que l'inverse, franchement, moi, je suis comme les autres. Quand je vais pas bien, je commence à trouver des raisons à la con, genre, j'en ai parlé sur une vidéo, là, j'essaye de baisser la kétiapine. Parce que ça me fait chier de prendre des médocs, ça me casse les couilles. Donc j'ai essayé, je sais pas, 4 ou 5 fois d'arrêter mes médocs. Moi, je suis là, vous voyez, ouais, vous êtes psychiatre, donc vous faites mieux. Ben non, j'ai fait pareil que tout le monde. J'ai essayé d'arrêter mes médocs. Il y a ma femme qui m'a regardé, qui m'a dit, écoute, si t'arrêtes tes médocs 1 fois de plus, je me casse. Et du coup, j'ai arrêté de faire. Ouais, c'est radical. Et quand j'arrête mes médocs, je trouve des raisons, mais donc la dernière fois, j'arrête de prendre de la kétiapine, je vais moins bien, visiblement, je regarde le plafond en pleurant, je suis fatigué, je vais dormir. Ma femme qui me dit, mais pourquoi tu vas mal comme ça, tu penses? Et moi, je lui fais, je vous jure, ça, je pense que c'est que je mange trop de concombres. Je pense que c'est les concombres. Je déconne avec les concombres, j'ai essayé de manger les concombres. C'est des trucs de ouf. Donc, en fait, non, vous voyez, vous pouvez être le plus érudit que vous voulez. Quand vous êtes malade, vous êtes mangé à la même sauce que tout le monde, quoi. C'est une forme d'humilité aussi, je trouve qu'on apprend. Vous voyez, vous pouvez être psychiatre à la fin, quand ça tape à la porte, vous vous faites baldinguer partout pareil. Donc, non, ici, peut-être, vu que je suis psychiatre, je côtoie des patients graves et donc je peux dire que moi, j'ai un trouble léger. J'ai un trouble léger, moi. Vraiment, c'est important. Il faut que les gens qui disent ça, j'ai un trouble léger, quoi. J'ai tous les facteurs pour dire que j'ai un trouble léger. J'ai fait une expertise, ils ont dit il a un trouble léger. Enfin, j'ai un trouble léger, quoi. C'est vrai, c'est important, quoi. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné que ça et j'essaye de faire le nécessaire pour pas que ça devienne un trouble modéré. Vous voyez, donc je dors bien, je me lave les dents. Je me lave les dents, je prends pas d'alcool, etc., etc., etc. Mais donc si ça m'aura appris ça quand même. Mais c'est pas ouf. Et puis tous les psychiatres qu'on voit, franchement, promis, pas des psychiatres qui sont atteints de troubles mentaux, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Quand vous regardez les stats, il y en a un paquet. En plus, les gens mentent. C'est comme quand vous dites, est-ce que vous regardez du porno? Personne ne regarde de porno, mais les sites sont pleins de... Bon, bref. Et du coup, vous avez des psychiatres qui viennent et ils sont, mais comme les patients, franchement. C'est les mêmes mécanismes. Ils ont tout oublié. Alors, des fois, il y en a qui pensent qu'ils maîtrisent un peu, alors qu'ils sont complètement baldingués. Donc, ça leur fait défaut. Vous voyez, je veux pas prendre cette molécule parce que ça fait ça. Non, mais de quoi tu me parles? C'est complètement... Donc, on est tous logés à la même enseigne, hein. Franchement, vraiment tous. Il y en a un, franchement, elle est épique celle-là. Je sais pas du tout si c'est hors sujet ou pas. Un médecin, et je lui dis, on va mettre un peu de kétiapine, et il me fait, ouais, et je lui fais, faites gaffe, ça peut donner faim, vous voulez pas un truc pour couper la faim en même temps? Il me fait, non, non, pour couper la faim, je mange une pomme.
Une pomme, ouais, il y a de la pectine dans la pomme, ça diminue un peu le transit et tout. Là, tu parles, une semaine après, il avait des pommes plein son truc, il avait pris 3 kilos. Donc, non, non, on est tous, on est tous à la même. Et ouais, c'était un médecin qui avant faisait des trucs parce que ils prennent du poids, nos patients en France. C'est un truc de dingue. Tous les médocs qu'on a filent du poids, par exemple. Et du coup, avant, avant d'avoir ce médoc, il disait, bon, bah, vous mangez 5 fruits et légumes, machin. Maintenant, bah, il voit ce que c'est, quoi. Je dirais, du coup, c'est pareil. Donc, non, non, je pense que c'est vraiment plus dans un sens que dans l'autre, quoi. Le fait d'être psychiatre, à part une espèce de une fausse assurance de on sait un peu ce qui se passe. Je sais même pas si ça sert vraiment, honnêtement. Moi, c'est parce que ma femme est psychiatre que je m'en suis sorti, hein. Sinon, moi, j'étais paumé, hein, franchement. Ah ouais, insupportable, le mec. Puis moi, je peux trouver des excuses et je peux vous rationaliser tout. Vous voyez, là, je m'interromps, mais je pourrais parler comme ça pendant 5 heures, il n'y a pas de problème. Donc si vous m'envoyez chez le psychologue, pourquoi vous allez mal, monsieur le psychographe? Moi, je peux vous faire des trucs, des machins, ça peut durer des heures, il n'y a pas de souci, quoi. Mais à la fin de la vie, à la fin, je ne saurais pas trouver de solution, hein. Donc ma femme, elle est un peu plus rationnelle. T'allais mieux, tu reprends tes médocs, tu me fais pas chier, madame, voilà. Ah, c'est toujours pas assez, tu reprends une dose, voilà. Hop. C'est ça qui m'a sauvé. C'est pas du tout le fait d'être psychiatre, hein. Voilà. Merci beaucoup. Bah du coup moi j'ai posé toutes mes questions et je suis super contente de cette interview. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à mon travail ou quoi. Bah, je sais pas, c'est combien de temps la formation? 1 an et demi. Et après, et il y a des prérequis ou pas? Oui, oui, absolument. Il y a toute une C'est quoi les sélection. prérequis? Ben, en fait, il y a toute une sélection ben, par rapport au rétablissement. Ah non, allez-y. Non, mais en fait, donc, on doit poster un CV, une lettre de motivation et on a un entretien de plus ou moins 20 minutes pour savoir voilà si on correspond aux critères. Bon, évidemment, vu qu'il y a région Wallonie-Bruxelles, il y a 2 formations avec à chaque fois 20 élèves par classe, donc ça fait par année 40 personnes qui peuvent être diplômées dans la paire-et-danse. Et, euh, et donc, du coup, il y a évidemment des critères par rapport à une certaine stabilité et à un certain recul sur notre parcours. Mais il y a aussi un peu une parité au niveau des diagnostics, hommes, femmes et régions, parce que le but, c'est d'essayer de, allez, de couvrir les plus grandes zones que possible et le plus d'endroits que possible. Et puis voilà, il y a 200 heures de stage, tout un travail formatif, l'expérience des récits de vie, etc. Enfin, moi, je trouve, moi qui ai fait d'autres études, je trouve que la formation a quand même quelque chose de très sérieux et que ça peut déjà être une base sécurisante pour les équipes soignantes après. Et du coup, vous n'avez pas commencé à bosser, là, c'est la dernière étape de Là, je la suis en formation. stage. C'est en stage, ok. Et après, une fois que il y a 1 an et demi, vous cherchez du boulot comment? Vous Ben, je vois les envoyez offres. vos CV. Il y a Oui, des offres, on cherche un père aidant. oui, oui, bien sûr. Oui, Ah oui. oui, Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et mais il y en a. donc voilà. Et Ok. moi, dans mon stage, je fais aussi partie d'une équipe qui justement forme des équipes à la paire aidance. Donc voilà, l'idée c'est de former de plus en plus d'équipes à accueillir des paires aidants. Puis les stages, ça sert aussi à ça. Au sein de la formation, ben il y a des séances d'info avec les professionnels et puis après les professionnels peuvent venir se former. Puis c'est toujours plus rassurant aussi pour les professionnels de d'abord accueillir un ou une stagiaire, proposer potentiellement du bénévolat aussi, ça rassure un peu plus. Et puis voilà, quand on voit que le ou la stagiaire, ben, en fait, s'intègre bien et que ça se Ça se passe passe bien, bien. ben, ça peut mener à un emploi. Ok. Et c'est quel domaine de père aidant que vous avez choisi si c'est pas indiscret? Ben là justement, ben je suis dans ce qui s'appelle une académie du rétablissement. Merde! Mais vous en faites pas, ça n'a rien de Ça va pas vous bullshit porter. Non, mais avec. ça va pas vous porter préjudice. Ce que j'ai dit là, ils s'en foutent, Non, hein. pas du tout. Non, non, parce Ok. qu'au final, au final, c'était complètement sémantique le débat.
Parce que vous avez été On est d'accord avec, d'accord, ouais. avec ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce qu'on voit en cours. Donc vraiment, y a aucun problème avec ça. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est, ben, enfin, Recovery College, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Bah, moi, je comprends l'anglais, mais je vois pas si c'est une entité particulière, je connais pas. Non. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose différents modules sur différentes thématiques. Et en fait, les usagers, usagères qui viennent deviennent des apprenants. Et donc, ça a un côté, voilà, de psychoéducation qui leur permet d'envisager leurs problématiques autrement parce que c'est pas des groupes thérapeutiques. C'est un truc où, quelque part, les personnes aussi récupèrent une certaine autonomie et se valorisent, et c'est dans une mécanique aussi de co-construction. Et en fait, les académies du rétablissement sont aussi destinées aux proches et aux professionnels de la santé mentale. Et donc, du coup, on se retrouve comme ça dans une classe avec des professionnels, des proches et des personnes concernées. Donc, ça ramène aussi énormément d'horizontalité. Et les modules sont toujours donnés en binôme, un professionnel de la santé mentale, psychologue généralement, et un père aidant. Ok. Donc ça se fait comme ça. Ok. Eh ben, écoutez, moi, je vais être à court de temps là. Oui, Donc mais moi voilà, aussi. j'espère que ça vous a servi. Merci pour vos questions. Mais merci à vous pour Et, l'interview et et je vous voilà. souhaite une excellente soirée. Pareil. Bon courage. Merci.